lorsque Bruno Amadio, peintre italien né à Venise en 1911, peint un jeune garçon au regard triste. Il intitule ce tableau Nino Llorendo. L'enfant que Bruno Amadio prit pour modèle est un orphelin. Il adopte ce jeune garçon et le prend sous son aile. Plus tard, un prêtre reconnaît l'enfant comme étant Don Bonillo. Cet enfant aurait vu ses parents mourir par le feu, ce serait pour cela qu'il est toujours triste. Le prêtre conseille au peintre de ne pas s'approcher de l'orphelin, car une rumeur circule sur lui, il déclencherait des incendies. Plusieurs incendies ont été répertoriés dans différents orphelinats, et à chaque fois, l'enfant était présent et s'en est sorti indemne. Bruno Amadio ne tient pas compte de l'avertissement du prêtre et continue à peindre l'enfant. Mais lorsqu'il termine le tableau, son atelier prend feu, laissant le tableau intact. L'enfant, lui, disparaît mystérieusement. Ce n'est qu'en 1976 que l'on retrouve la trace de l'orphelin. En effet, dans la périphérie de Barcelone, un accident de la route se produit. Une voiture est entièrement brûlée, à l'intérieur, un corps calciné. On retrouve le permis de conduire du conducteur. Il s'agissait de Don Bonillo, alors âgé de 19 ans. On raconte aussi que Bruno Amadio, alors peintre ruiné et pauvre, aurait fait un pacte avec le diable. Après ce pacte, il aurait peint une série de tableaux d'enfants qui pleurent, et il trouva par la suite la richesse, car ces tableaux deviennent populaires et se vendent facilement. Et quiconque les achète sera victime de la malédiction. Il semblerait que tous ceux qui ont possédé une copie du tableau du garçon qui pleure sont victimes de la malédiction. En février 2013, le corps d'Elisa Lam, une jeune étudiante de 21 ans, fut retrouvé dans le réservoir à eau de l'hôtel Cecil à Los Angeles. La jeune fille avait été vue pour la dernière fois dans un ascenseur de l'hôtel et une caméra l'avait filmée alors qu'elle présentait un étrange comportement, semblant fuir quelque chose qu'elle seule pouvait voir. Elisa Lam était la fille d'immigrants chinois qui possédait un restaurant à Burnaby, une petite ville de la banlieue de Vancouver, au Canada. La jeune fille avait été diagnostiquée bipolaire, un trouble provoquant de violentes variations d'humeur. Elle suivait un traitement qui lui permettait de faire face à la maladie. Et si elle se sentait parfois déprimée, elle n'avait jamais eu de pensée suicidaire. En janvier 2013, Elisa décida de faire un voyage dans le sud de la Californie, qu'elle décida d'appeler son tour de la côte ouest. La jeune fille voyageait seule, effectuant tous ses déplacements en train et en bus. Elle visita le zoo de San Diego, dont elle posta plusieurs photos sur les réseaux sociaux. Puis, le 26 janvier, elle arriva à Los Angeles, s'installant au Cecil Hotel. L'hôtel avait été construit en centre-ville en 1924 et il était destiné à recevoir des hommes d'affaires. Mais il avait connu des moments difficiles durant la Grande Dépression et jamais il n'avait pu retrouver sa grandeur originelle. Sa notoriété était reliée à des histoires sordides, comme celle d'Elizabeth Short, le Dahlia noir, qui s'y serait arrêté juste avant sa mort, ou celle de Golgi Osgood, une dame qui était connue pour nourrir les pigeons dans un square tout proche, violée et assassinée dans sa chambre d'hôtel. L'établissement était également réputé pour avoir hébergé 2 tueurs en série, Jack Unterweger et Richard Ramirez, le Night Stalker, durant leur plus sombre période, et ils avaient connu un certain nombre de suicides, dont celui de Pauline Houghton, en 1962, une jeune femme de 27 ans qui s'était jetée de la fenêtre de sa chambre après s'être disputée avec son mari et qui avait atterri sur George Giannini, 65 ans, le tuant instantanément. Du fait de son passé, l'hôtel était réputé hanté et de nombreux clients affirmaient avoir été témoins de phénomènes paranormaux. Depuis le début de son voyage, Elisa appelait ses parents fréquemment. Mais le 31 janvier 2013, ils n'eurent plus aucune nouvelle de leur fille. Monsieur et Madame Lam contactèrent donc aussitôt la police de Los Angeles, qui décida d'envoyer certains de ses agents enquêter sur place. Malheureusement, à part certains des employés de l'hôtel qui avaient aperçu Elisa se promener seule le jour de sa disparition, et le propriétaire d'une librairie toute proche qui se souvenait l'avoir vue acheter des cadeaux pour sa famille et la décrivait comme une jeune fille sociable, enjouée et sympathique, personne ne semblait l'avoir remarqué. Les policiers fouillèrent l'hôtel dans la mesure où la loi le leur permettait, inspectant la chambre d'Elisa et promenant leur chien dans tout le bâtiment sans trouver aucune piste. Cependant, selon le sergent Rudy Lopez, nous n'avons pas cherché dans chaque chambre.
Nous ne pouvions le faire que si nous avions une raison de croire qu'un crime avait été commis. Le 6 février, comme l'enquête ne donnait aucun résultat, la police décida de rendre l'affaire publique. Des affiches avec la photo d'Elisa furent alors diffusées sur internet et dans le quartier où elle avait disparu, mais sans succès. Une semaine plus tard, une vidéo fut publiée qui avait été prise par une caméra de surveillance de l'un des ascenseurs du Cecil Hotel. Les images, qui dataient du 1er février, montraient Elisa dans l'ascenseur et son comportement étrange souleva un grand nombre de questions. Alors que la disparition d'Elisa continuait à faire la une des journaux, des clients de l'hôtel se plaignaient à la direction de la faible pression de l'eau dans les chambres. Certains rajoutant qu'elle était étrangement colorée, qu'elle avait une odeur inhabituelle ou un goût bizarre, et les membres du personnel commençaient à enquêter. Dans la matinée du 19 février, un employé décida de monter vérifier les réservoirs sur le toit, et en les inspectant, il découvrit le corps d'Elisa Lam dans l'un des deux. La police fut aussitôt prévenue, puis les pompiers, qui durent couper la citerne pour en faire sortir le corps. L'ouverture de la cuve était trop étroite pour y faire glisser l'équipement nécessaire. Dès qu'ils apprirent la nouvelle, tous les clients de Cecil Hotel exprimèrent leur répulsion à l'idée de s'être lavés ou d'avoir bu de l'eau contaminée par un corps en décomposition. La direction proposa à ceux qui le désiraient de payer leur séjour dans un autre établissement et elle fit signer une renonciation à ceux qui décidèrent de rester, indiquant qu'ils avaient bien été avertis des risques pour leur santé. Le département de la santé détermina que l'eau n'avait pas été contaminée, mais il la déclara néanmoins impropre à la consommation
et exigea que la totalité du système soit vidée et remplie pour de nouveaux tests avant d'annuler l'ordonnance. L'un des clients de l'hôtel souligna alors qu'il y avait eu une inondation dans l'une des chambres du haut peu après la disparition d'Elisa, mais bien évidemment, personne n'avait fait le lien entre les deux événements. Après avoir été retiré de la cuve, le corps de la jeune fille fut emmené au bureau du coroner pour être examiné par deux médecins légistes, les docteurs Jason Tovar et Yulai Wang, qui passèrent 4 heures à la disséquer. Le 21 février, le bureau du coroner déclara que la mort était due à une noyade accidentelle, probablement provoquée par le trouble bipolaire de la victime. Le rapport complet fut rendu 4 mois plus tard, en juin, après avoir été reporté à plusieurs reprises. Dans ce document, il était indiqué que le corps d'Elisa avait été retrouvé nu dans le réservoir d'eau, qui était aux 3/4 plein. Près d'elle flottaient les vêtements qu'elle portait sur la vidéo de l'ascenseur, qui étaient recouverts d'étranges particules rougeâtres ressemblant à du sable, ainsi que sa montre et la clé de sa chambre. Lors de l'autopsie, les deux légistes n'avaient pu trouver aucune trace d'un traumatisme physique sur le corps d'Elisa. Le dessous de ses ongles n'avait rien révélé et elle n'avait pas été violée. Des analyses toxicologiques de son sang avaient été réalisées, qui avaient permis de trouver des traces de ses médicaments habituels et de certaines en vente libre, comme de l'ibuprofène. Mais aucune autre substance n'avait été découverte. Alors, comme rien d'autre ne semblait possible, les médecins en avaient conclu à un suicide. L'enquête avait permis de découvrir comment Elisa Lam était morte. Mais le déroulement des faits restait encore un mystère. Les portes et les escaliers qui permettaient d'accéder au toit de l'hôtel étaient toutes verrouillées. Seuls les membres du personnel en possédaient les clés, et toute tentative visant à les forcer déclenchait normalement une alarme. L'escalier anti-incendie aurait toutefois pu permettre à Elisa de contourner ces mesures de sécurité si elle avait été au courant de son existence ou si quelqu'un le lui avait indiqué. Outre cette question, qui restait sans réponse, il semblait également étrange que les chiens policiers qui avaient fouillé l'hôtel à la recherche d'Elisa n'aient pas repéré son odeur, même sur le toit où ils avaient pourtant été amenés. Et certains se demandaient comment la jeune fille avait pu rentrer toute seule dans le réservoir. Les 4 citernes, qui mesuraient 1,20 m par 2,40 m, étaient posées sur des blocs de béton. Le personnel de l'hôtel devait utiliser une échelle pour regarder l'eau par l'ouverture, et elles étaient protégées par de lourds couvercles qui auraient été très difficiles de replacer de l'intérieur. Interrogé sur la façon dont Elisa était rentrée dans la citerne, qui n'était pas verrouillée mais haute de plus de 3 mètres, les autorités déclarèrent « Il semble qu'elle l'ait escaladée ». La dernière vidéo d'Elisa Lam avait déjà enflammé la toile et les étranges circonstances de sa mort amplifièrent un peu plus le phénomène. Les deux médecins légistes eux-mêmes semblaient hésitants quant au déroulement des événements. Sur une page du rapport qu'ils avaient rendu, se trouvaient des cases à cocher pour indiquer la cause du décès. Accidentel, naturel, indéterminé, homicide, et chaque réponse se trouvait à bonne distance l'une de l'autre. Le 15 juin, la case accident avait été cochée, puis 3 jours plus tard, la case indéterminée avait été choisie à la place, et juste avant la sortie du rapport, la seconde réponse avait été barrée. Interrogés à ce sujet, les médecins avaient prétendu s'être trompés de case. Peu de temps après sa mort, de nouveaux sujets apparurent sur le blog d'Elisa, que la jeune fille avait peut-être écrit et programmé à l'avance. Mais nul n'en était certain, car son téléphone n'avait pas été retrouvé, ni dans sa chambre, ni dans la citerne. Et les enquêteurs se demandaient si le voleur n'avait pas piraté le blog pour y poster des messages. En septembre, les parents d'Elisa déposèrent eux aussi une plainte contre l'établissement pour homicide involontaire, soutenant que le Cecil présentait un risque déraisonnable de danger pour ses clients et demandant un dédommagement non spécifié et les frais d'enterrement de leur fille. En 2011, les propriétaires du Cecil Hotel, qui souhaitaient probablement faire oublier leur sordide passé, rebaptisèrent l'hôtel le Stain on Mine.